Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec Sofaxis, partenaire de référence des acteurs territoriaux dans la réalisation de leur mission d'intérêt général. Sofaxis vient de dévoiler les résultats de son étude annuelle Panorama 2020, qualité de vie et santé des agents dans les collectivités territoriales. Avec une volonté de contribuer à la réflexion des décideurs territoriaux, cette édition 2020 est axée sur 3 grandes parties. La première concerne les événements impactant l'absentéisme et la qualité de vie au travail sur la période du mandat passé, 2014-2020, pour les élus municipaux. La deuxième concerne les tendances dégagées de l'analyse de la situation actuelle. Et la troisième, la projection inédite, nous le verrons, de l'évolution des effectifs sur les 2 prochains mandats, 2020 et 2032. Nous parcourront ces différentes parties tout au long de cette conférence. Les différents éléments statistiques et témoignages des experts qui sont présents dans cette étude montrent notamment l'importance de prendre en compte une approche systémique de management du risque au sein des collectivités territoriales afin de mesurer, d'anticiper et de réduire les impacts, en particulier de la durée, des absences pour des raisons de santé. Mais cette webconférence est aussi l'occasion de répondre à vos questions. Vous pourrez les poser via la fenêtre que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Et nos intervenants feront leur possible pour y répondre. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement. Il sera mis en ligne et un lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Pour parler de ce panorama 2020, 2 invités, 2 intervenants. Vincent Lelon, bonjour Vincent Lelon, directeur général de Sofaxis. Emmanuel Gros, bonjour. Bonjour. Directeur général des services de la ville de Saint-Nazaire et vice-président national du syndicat des DGS. J'aurai le plaisir d'animer cette webconférence. Je fais partie du réseau Service Public et je remplace aujourd'hui Hugues Périnel qui n'a pas pu être avec vous. Alors, première partie, Monsieur Lelon, je vous propose de nous présenter les grandes lignes de ce panorama et de nous faire part de vos premières analyses, de quelques analyses. Très bien, merci. D'abord, je suis ravi d'être avec vous en cette fin de matinée. Alors, comme vous l'avez dit en introduction, ce panorama, on a pris le prétexte des élections municipales de 2020 pour le construire autour de l'échelle temps de mandature, avec un premier point sur la précédente mandature qu'on va regarder tout de suite, et puis un point d'arrêt sur le présent, en fait les éléments de 2019, mais aussi quelques tendances sur 2020, et notamment avec l'impact de l'épidémie de Covid. Et puis effectivement, on passera une troisième partie en prospective sur les 2 prochaines mandatures qui nous amènent donc de 2020 jusqu'à 2032. Alors, si on s'arrête déjà sur la précédente mandature, déjà, peut-être en termes de méthodologie, rappeler un petit peu comment on fait ce panorama. Ce panorama, il est construit autour de l'analyse des arrêts de 420 000 agents qui ont eu au moins un arrêt en 2019. Donc, ça concerne 420 000 agents et près de 15 000 collectivités. Alors, quand on parle d'absentéisme, on regarde 3 indicateurs, plus un 4e combiné. La gravité, c'est-à-dire la durée de l'absence en jours. La fréquence, c'est le nombre d'absences nombre d'arrêts par an, et l'exposition, ce sont le nombre d'agents qui ont au moins eu un arrêt dans l'année. Tous ces éléments-là, en fait, ils ont vocation à être présentés, mais surtout pour nourrir les programmes et tout ce qui concerne les éléments de qualité de vie au travail et de santé des agents. Alors, si on regarde ce qui s'est passé sur la précédente mandature, donc de 2014 à 2019, on peut tirer un certain nombre d'enseignements. Si on fait abstraction pour l'instant des impacts du jour de carence, que ce soit au début de cette mandature où on sortait du premier épisode du jour de carence et sur la fin de la mandature où on a remis en vigueur les jours de carence sur 2018, si on fait abstraction de ces 2 parties-là, on se rend compte quoi? On se rend compte que sur la période, je dirais, stable en termes de contexte, on constate d'une part une évolution régulière de la gravité des agents, de la gravité des absences, c'est-à-dire le nombre de jours d'absence, où là, finalement, de 2015 à 2017, on a pu constater une aggravation régulière de cet indice.
Et dans le même temps, on a constaté une stabilité en fait, des indices de fréquence et d'exposition, c'est-à-dire les indices du nombre d'arrêts et du nombre d'agents ayant eu au moins un arrêt. Ce qui veut dire qu'en combinant à la fois cette aggravation régulière de la gravité et cette stabilité des deux autres indices, le taux d'absentéisme qui est combiné, lui, est en légère augmentation sur cette période 2015-2017. Alors, si maintenant on s'arrête sur la partie jour de carence, en fait, ce qu'on peut constater, peut-être revenir sur la page d'avant si c'est possible, Philippe, c'est que sur les jours de carence, grosso modo, on a vu en fait un phénomène assez marqué à double lecture. Le premier, c'est une diminution forte des indices d'exposition et de fréquence, c'est-à-dire du nombre d'arrêts et du nombre d'agents en arrêt. Pourquoi? Parce que la mise en place du jour de carence, en fait, a généré à impacter les arrêts courts, qui sont ceux qui touchent le plus grand nombre d'agents. Et puis, dans l'autre sens, on a vu exploser l'indice de gravité. Pour ça, deux raisons. La première, c'est qu'on a constaté déjà une augmentation régulière de la gravité, donc qui a continué, et qui a été renforcée par le fait que dans cette moyenne ne rentrent plus un certain nombre d'arrêts courts qui ont disparu compte tenu de la mise en place du jour de carence. Alors, cette mise en place du jour de carence, on l'apprécie un peu différemment selon la nature des absences. Et finalement, c'est très marqué, évidemment, pour la maladie ordinaire. C'est la maladie ordinaire dans laquelle on a le plus grand nombre de petites absences. Donc là, on se rend compte que les impacts sur l'exposition et fréquence sont forts. Et du coup, par moyenne et par arithmétique, l'impact sur la durée moyenne d'arrêt est également très forte. Mais on tient à attirer votre attention sur une autre nature d'arrêt qui sont les accidents du travail où là, l'intégralité des indices augmente sur la période. Et donc ça doit être un point d'attention tout particulier que les collectivités doivent avoir sur ce sujet des accidents du travail. Voilà les éléments qu'on peut sortir de cette première partie sur l'analyse de la mandature 2014-2019. Merci. Emmanuel Gros, pour vous, ce panorama, je crois, vous inspirer vraiment l'envie de nous montrer l'importance de la prévention. Vous nous disiez, lorsque nous avons échangé, que vraiment, la prévention devenait une question centrale. Oui, bonjour d'abord à toutes et à tous. Oui, vous avez tout à fait raison. Et juste avant de l'évoquer et d'en dire un mot, je souhaite revenir sur les constats qui ont été présentés par Vincent Lelong. Constats évidemment que je partage et qui, pour ma part, tiennent en partie à la fois au vieillissement et j'insiste sur le et, la pénibilité des métiers de la fonction publique qui sont assez loin de l'image du fonctionnariat qu'on peut véhiculer encore aujourd'hui. Alors Vincent Lelong montrait aussi une évolution différenciée entre le début du mandat et la fin du mandat. Et je me demande si le contexte que je qualifiais à l'époque de liquide, d'instabilité des textes, avec une succession de textes de loi qui sont advenus, n'a pas une importance particulière justement sur cet absentéisme, sur cette aggravation de l'absentéisme sur la première partie du mandat. Quant à l'effet de carence, je me félicite de pouvoir disposer, je dirais presque enfin, d'éléments statistiques fiables, puisqu'aujourd'hui, un grand nombre d'observateurs remettent en cause les effets de la carence, et c'est notamment le cas de la DGAFP dans son dernier rapport sur la fonction publique. Cela dit, je note que l'aggravation constatée, et particulièrement celle des accidents du travail, est pour nous, collectivités, un mauvais signe, un mauvais clignotant, qui nous impose absolument de nous réapproprier l'importance des démarches de prévention. Je me souviens au début des années 2000 d'une vague d'intérêt pour les documents uniques lorsqu'ils ont commencé à être mis en place. Et aujourd'hui, cette vague d'intérêt, j'ai le sentiment qu'elle est un petit peu derrière nous, qu'elle est passée. Alors que ça devrait être considéré comme un outil de management, et c'est sans doute cet aspect-là qu'il faut infléchir. Alors, au-delà même de l'aspect management, s'il fallait insister sur l'importance d'une démarche de prévention, aujourd'hui, nous savons tous nos marges de manœuvre économiques et financières limitées. Il s'agit clairement d'une des pistes pour peser sur l'évolution de notre masse salariale. Et d'ailleurs, cette démarche de prévention, c'est une thématique qui aujourd'hui est promue par l'ensemble des corps de la fonction publique territoriale. L'Association nationale des directeurs de ressources humaines des grandes collectivités en a fait l'objet d'un colloque l'année dernière, et le syndicat national des directeurs généraux
s'en est également emparé et vient de sortir tout juste un guide sur la prévention de l'absentéisme, car il s'agit de le considérer avec méthode pour l'intégrer à la boîte à outils de l'ensemble de nos managers. Merci à vous. Alors, je vous propose de faire un premier temps d'arrêt, notamment en posant une question à nos auditeurs et à nos auditrices, un petit sondage sur lequel nous pourrons, sur les résultats duquel vous pourrez réagir tout à l'heure. La question que nous souhaitons vous poser, elle devrait s'afficher à l'écran. Si voilà. Pour vous, le niveau d'absentéisme pour raison de santé a-t-il atteint un maximum pour se stabiliser dans les années à venir? Vous pouvez répondre oui ou non. Alors, pendant que nos auditrices et nos auditeurs répondent à ce sondage, je souhaiterais peut-être commencer à anticiper sur vos développements futurs, mais également vous poser, mettre un petit peu le focus sur le lien entre trois mots, gravité, importance de la collectivité locale en termes de territoriale, en termes de taille, et compétence de cette collectivité territoriale. Hein, sans empiéter du tout sur ce que vous souhaitez nous dire, je pense qu'il y a à la lecture du rapport vraiment des informations spécifiques qui méritent peut-être d'être mises en évidence, et ça ressort des questions qui nous sont posées par les auditeurs. Je vous laisse quelques minutes, le temps que nous obtenions les résultats du sondage pour répondre à cette question. Peut-être Vincent. Oui, si vous le permettez. Alors, ce sont des éléments qu'on va présenter par la suite sur les pages qui viennent. Donc, soit je les déflore maintenant, soit on enchaîne directement sur la présentation. C'est comme vous le souhaitez. Alors, d'accord. Ce que je vous propose, les résultats du sondage viennent d'arriver, et puis comme ça, vous rebondirez à la fois sur les résultats et puis sur la question qui a été posée. Alors, la réponse à, pour vous, le niveau d'absentéisme pour raison de santé a-t-il atteint un maximum pour se stabiliser dans les années à venir? Votre réponse en majorité est non, à 83%, et oui, à 17%. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Vincent Lelong et Emmanuel Gros? Et Monsieur Vincent Lelong, du coup, vous pourrez continuer avec la question qui a été posée, qui, je crois, ouvre l'intervention que vous souhaitiez faire. Tout à fait. Je vais peut-être donc laisser Monsieur Emmanuel Gros répondre d'abord, puis j'enchaînerai pour enchaîner sur la présentation. Voilà. Très rapidement, je trouve que ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que je considérais que le niveau d'absence que nous avions atteint jusqu'à présent est déjà à un seuil haut. Donc, considérer qu'il peut encore évoluer en dégradation n'est pas une bonne nouvelle. Monsieur Lelong. C'est qu'on regarde un peu ce que disent les chiffres pour 2019, hein, puisque en 2018, on a eu cette grosse redistribution des indices compte tenu du jour de carence. Et la question qu'on pouvait se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer entre 2018 et 2019? En fait, ce qu'on peut constater sur 2019, et ça contredit au moins pour l'année 2018-2019 le sondage que vous venez de faire, on peut directement afficher, je pense, la deuxième partie de ce slide également, c'est qu'on constate une totale stabilité des indicateurs tels qu'on les a vus en 2018 pour 2019. C'est-à-dire que la gravité est restée haute et de façon relative, l'exposition, le nombre d'agents absents et la fréquence, le nombre d'arrêts sont restés bas, ce qui fait que le taux d'absentéisme combinatoire des trois n'a pas changé. Alors, ça nous amène donc à un taux d'absentéisme par nature d'absence qui reste à 9,2% hors maternité et donc à 9,8% avec la maternité. Et ce 9,2%, il est composé à 4,8% par la maladie ordinaire, 2,9% par la longue maladie longue durée, et 1,5% par les accidents du travail. Si on reprend les éléments de mesure du panorama tel qu'on les voit chaque année, finalement, ça rappelle des chiffres qu'on a déjà vus l'année dernière, c'est que la durée moyenne d'arrêt pour un agent est de 47 jours. Elle se ventile entre 28 jours pour une maladie ordinaire, 65 jours pour un accident du travail et jusqu'à 265 jours pour les longues maladies longue durée. Le nombre d'arrêts pour 100 agents donc, est resté stable, un peu en deçà de 60. 47 arrêts sont liés à la maladie ordinaire, 3 sont liés à la longue maladie longue durée et 7 sont liés aux accidents du travail, 2 pour la maternité. Et enfin, le nombre d'agents absents qui ont au moins eu une absence dans l'année est de 41%, 30% au titre de la maladie ordinaire, 6% accident du travail et 3% longue maladie longue durée. Donc, vous voyez que ces indicateurs
rester complètement stable pour l'année 2019, mais on verra dans la prospective qu'effectivement, il est probable qu'on aille dans des aggravations, mais ce n'est absolument pas certain. Si on continue la présentation, et ça va ramener un élément d'une question que vous avez posée, c'est quand on regarde un petit peu comment se ventilent ces arrêts, ces indicateurs d'arrêt par nature de collectivité, c'est à la fois sa taille et son champ global de compétences, eh bien, on voit que les fréquences d'arrêt sont très différentes selon la taille de la collectivité. Si on regarde juste la partie des mairies, ben, une petite mairie va présenter une fréquence d'arrêt de 28, là où une mairie de 500 agents et plus, voire de plus de 200, on va dire, va donner une fréquence de plus de 75. Donc ça veut dire que finalement, ben, il est plus difficile de s'arrêter quand on est sur des petits effectifs et qu'à l'inverse, l'organisation de la collectivité peut gérer des absences, mais des absences courtes, ce qui explique la différence d'arrêt. Mais justement, le pendant, c'est quand on regarde de l'autre côté sur la durée moyenne des arrêts selon le type de collectivité, ben là, c'est forcément la lecture inverse. Et c'est que pour les petits effectifs, les arrêts sont très longs, c'est-à-dire quand on s'arrête longtemps. Et pourquoi ça? Ben, il y a sans doute deux raisons. La première, c'est le fait de repousser les arrêts fait que la pathologie s'aggrave et que les arrêts sont plus longs. Et il est probable aussi que le poids des métiers techniques ou des métiers à forte pénibilité soit plus fort relativement dans ces collectivités-là, ce qui explique aussi cette différence d'arrêt, puisque pour les collectivités de plus de 200 agents, on est plutôt aux alentours de 36 à moins de 40 jours d'arrêt par arrêt. Voilà. Et puis ce qu'on peut juste noter également, c'est que sur les régions et départements, on est exactement sur les mêmes ratios que sur les grandes collectivités. C'est un point qu'il faut noter. Très bien. Dernier Merci. point, Oui, dernier point, excusez-moi, sur, non, je vous en prie. 2019, c'est l'impact de l'âge. Ça, on le sait, mais quand on le lit, c'est très visible. C'est quand on prend la durée moyenne d'un arrêt selon l'âge. Les agents de moins de 30 ans s'arrêtent entre 23 et 35 jours, là où un agent de plus de 50 ans s'arrête aux alentours de 60 jours, voire 57 à 59 ans, plus de 60 jours. Et ça, c'est un point important. Et dans la prospective telle qu'elle a été donnée là sur le 13%, 87% sur l'aggravation, ben, on verra que le sujet du vieillissement va forcément entraîner, si on ne fait rien, une aggravation d'un certain nombre d'indices. J'avais un dernier point qui était des éléments concernant 2020. Alors, attention, hein, déjà, les données 2019, quand on les consolide au plus vite, on les donne plutôt en juin ou en septembre. Donc, les années 2020, on est encore dans 2020, mais on a souhaité regarder déjà ce qu'on pouvait lire sur les impacts de l'épidémie de Covid aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que, il y a une survenance d'arrêts qui est très en baisse par rapport à l'année dernière. Vous voyez que sur ces graphes, la courbe orange, c'est donc la vision des arrêts déclarés par mois en 2019 et les bâtons bleus, ce sont les arrêts déclarés en 2020. Vous voyez que sur la partie maladie ordinaire, c'est le graphe de gauche, il y a un très net décroché sur avril et mai et juin liés au confinement. C'est encore plus visible sur la partie des accidents du travail à partir de mars, avril et mai. En revanche, en juin, on est retombé dans les éléments normaux à la sortie du confinement. Alors, c'est évident. Pourquoi ça? Parce que moins d'agents en situation de travail, moins de déplacements génèrent moins d'accidents du travail. Attention quand même à la lecture de ces données. D'une part, on ne sait pas comment ces indices se comportent sur le deuxième confinement, donc le bilan de l'année n'est pas fait. Et d'autre part, il faudra les rapprocher aussi de l'analyse de la durée moyenne des arrêts, où là, il est probable qu'on ait constaté une augmentation de la durée moyenne des arrêts, mais ça, ce sont des choses qu'on n'a pas encore stabilisées. Très bien. Alors, Emmanuel Gros, sur ces tendances dégagées de l'analyse de la situation actuelle, avec donc cette forte stabilité des indicateurs, mais cette question de la gravité qui ressort de manière forte, vous pensez que ce qu'on appelle la QVT, hein, la question de la qualité de vie au travail, devient encore plus centrale et ne doit pas rester soit une variable d'ajustement, si elle l'est, hein, soit une variable d'ajustement ou un simple supplément d'âme? Vous avez tout à fait raison et je partage la satisfaction de voir une forme de stabilisation malgré tout de l'absence, stabilisation que je ne crois pas avoir vue depuis longtemps. Là, je parle sous le contrôle de Vincent Lelon, bien qu'il s'agisse, je le disais tout à l'heure, d'un seuil haut.
Et ce seuil haut, il reste également supérieur au taux d'absence que l'on peut enregistrer dans le privé. Donc voilà, prendre un petit peu de recul sur ces éléments-là. Alors, vous aviez posé tout à l'heure des questions sur la taille des collectivités. Dans l'analyse, au-delà du constat, moi je constate réellement une inégalité, une vraie inégalité de traitement et de considération au regard des absences. Parce que Vincent Lelong parlait de la capacité à remplacer, mais au-delà de la capacité à remplacer, c'est l'ensemble des moyens qui existent ou qui n'existent pas, simplement au sein des DRH pour gérer l'absence. Et dans les petites collectivités, on est en inéquité de traitement sur les agents qui sont absents. Sur l'âge, pour le coup, le constat qui a été fait, c'est le même que depuis des années, on le sait. Les plus âgés sont les plus concernés et avec des durées d'arrêt les plus longues, ce qui nous renvoie encore à une vraie démarche de prévention, peut-être plus ciblée sur ces publics particuliers. Alors, vous évoquiez aussi un âge moyen qui serait en augmentation et qui du coup serait plutôt propice à une évolution, à une aggravation de l'absence. Je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un petit biais parce que les chiffres de Sofaxis se sont fondés sur les chiffres de la CNRACL, donc uniquement sur les titulaires. Et on sait aujourd'hui, et je me réfère au rapport DGAFP sur la fonction publique, que globalement, il y a 20% de contractuels et qu'en moyenne, ces contractuels sont plus jeunes que les titulaires. Voilà. Donc, peut-être une petite nuance sur le constat qui est fait par Sofaxis. J'ajouterais aussi que l'évolution des textes, et je pense particulièrement à la loi sur la transformation publique de 2019, a commencé à introduire des outils qui sont en lien avec la QVT, qui vont favoriser la QVT de mon point de vue, avec par exemple les entretiens à mi-carrière. Donc ça repose la question de l'intérêt d'un véritable outil de prévention et de management. Et c'est pour ça que globalement, je veux voir sur ces statistiques qui sont plutôt intéressantes, la stabilisation, les effets bénéfiques d'une réelle amélioration des conditions de vie au travail. Et je crois qu'un certain nombre d'indicateurs sont en évolution favorable sur ce point de vue-là, parce que la qualité de vie au travail, ça fait partie aujourd'hui des très nombreuses démarches qui sont mises en œuvre au sein de nos collectivités. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que la QVT, ça n'est pas qu'un supplément d'âme pour que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, et que ça doit bien devenir structurel et parfaitement intégré dans l'ensemble des projets managériaux mis en place dans nos collectivités. De fait, un certain nombre d'enquêtes démontrent véritablement le lien entre une démarche QVT et la baisse de l'absentéisme, ainsi qu'avec une évolution favorable de la productivité. Et c'est d'ailleurs, je le rappelle, la définition de l'accord national interprofessionnel de 2013 sur la QVT. La QVT, elle profite aussi bien aux salariés qu'à la performance de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que la QVT est devenu un sujet de négociation nationale. J'en prendrai pour seul exemple ce qui vient tout juste de se conclure, l'accord national, le nouvel accord national interprofessionnel sur le télétravail, qui est en ce moment soumis à l'avis et à la signature des organisations syndicales. Une petite perspective en forme d'inquiétude. Si le vieillissement devait perdurer réellement, on pourrait, là pour le coup, avoir des craintes par ailleurs sur l'équilibre de sur les comptes de notre caisse de retraite, la CNRACL. Monsieur Lelong, avant de poursuivre, est-ce que vous souhaitez revenir sur cette question de l'impact des contractuels, de la prise en compte des contractuels? Non, c'est une très bonne remarque. On a pris le choix de se focaliser sur les agences CNRACL. Après, les contractuels pèsent autour de 20%, donc effectivement auront un effet de minoration par rapport à ce qu'on dit. Monsieur Gros a complètement raison. Sa remarque est complètement justifiée. Très bien, alors nous sommes parfaitement dans les temps et je vous remercie vraiment de cette ponctualité. Nous allons passer au deuxième sondage sur lequel vous pourrez rebondir. Alors la question est la suivante.
Faudra-t-il demain réaliser plusieurs métiers dans sa carrière de fonctionnaire? Ça, ce sont les enjeux liés à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Vous avez le choix entre une réponse oui et entre une réponse non. Deux types de questions sont posées. Alors, la première, vous avez, en attendant les résultats, excusez-moi, de ce sondage, je me permets de vous faire part donc, des questions des auditrices et des auditeurs. La première en lien donc, avec cette année 2020 qui a mis en avant le télétravail. Comment on définit, quel est l'impact du télétravail sur cette… Est-ce qu'on a déjà un petit peu de recul lié à la généralisation du télétravail et est-ce qu'il impacte sur la définition de l'absentéisme et des conditions de santé? Alors, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez répondre. Je vous laisse libre de choisir entre vous deux qui veut intervenir en premier, répondre à cette question. Je vous propose de faire comme tout à l'heure. Je vais vous donner mon sentiment et puis Vincent Lelon donnera le sien et ça lui permettra d'enchaîner peut-être avec sa troisième présentation. Je crois effectivement que au-delà des chiffres, voilà, au-delà des chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure sur le premier semestre 2020, a été un formidable accélérateur de changement des modes d'organisation et de management, en allant vers un management plus confiant et plus bienveillant. Et ce faisant, immanquablement, on va vers des démarches, même si ça n'est pas dit, de qualité de vie au travail, qui auront un impact sur l'absence. Vincent Lelon, sur cette question? Je suis complètement d'accord avec ce que dit Emmanuel Gros, c'est-à-dire que cette crise a accéléré des tendances qui étaient peut-être plus ou moins fortes selon les secteurs et selon les capacités à les mettre en œuvre. Après, de tirer des enseignements aujourd'hui, on peut être que dans la logique, même les chiffres qu'on voit sur début 2020, le premier confinement, on est dans les supputations, c'est-à-dire quel était le taux réel de télétravail versus inactivité, c'est quand même un peu difficile de savoir ce que pèse réellement le télétravail là-dedans. Après, il y a la logique. La logique fait que le télétravail veut dire moins de déplacements, donc probablement que sur les accidents du travail, ça aura un impact. Le télétravail veut dire qu'on est chez soi, et ça, nous, on le constate aussi dans nos entreprises, c'est que on s'arrête peut-être moins facilement. Et que là où c'est plus compliqué d'aller au travail, et d'ailleurs c'est plus risqué pour les collègues, quand on est chez soi, on s'arrête peut-être un peu moins. Et donc ce sujet de télétravail aura peut-être aussi un impact. Mais en revanche, au niveau des statistiques et des chiffres, c'est trop tôt pour tirer des enseignements. Très bien. Alors, je me permets, parce que comme on est sur cette question sur le télétravail, une autre question vient de sortir. Comme ça, on aura donné réponse aux auditrices et aux auditeurs. Pour vous, quel impact entre le télétravail et les risques socio-professionnels et le lien aux collègues? Est-ce que ça a un impact sur les questions qui nous concernent aujourd'hui? Alors, cette question-là, elle est venue dans la plupart des retours d'expérience qui ont été diligentés, qu'ils soient au sein des collectivités ou des entreprises. Et ça a été le principal point mis en exergue, la perte du collectif et la perte de la relation. Donc, effectivement, clairement, le télétravail, en tout cas à la sauce confinement premier épisode, a eu un impact négatif et a amené d'ailleurs un certain nombre de télétravailleurs à être réticents lorsqu'il s'est agi de repartir en télétravail sur la deuxième période. D'accord. Monsieur Lelon ? Oui, je préciserais qu'il faut sans doute faire la part des choses entre télétravail et confinement. C'est-à-dire que le télétravail pourrait être demain un mode d'organisation parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il faudra gérer un équilibre et une présence. Là, ce qu'on constate, c'est un télétravail, je dirais, forcé et à plein temps. Donc, on n'est pas forcément dans cette logique. Donc, on est plus à tirer des enseignements du confinement que du télétravail, en tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que sur ce confinement, ce qu'on peut voir, c'est à la fois ce risque d'isolement et de perte du lien. Et on le voit, nous, dans le cadre des travaux qu'on a le plaisir de réaliser avec le Cercle des acteurs territoriaux, qui est un cercle de réflexion qui réfléchit à comment sortir de cette crise et quelles sont les différentes actions à mettre en œuvre. On est aujourd'hui dans la phase d'analyse de ce qui se passe aujourd'hui. On se rend compte que ce deuxième confinement amène des sujets à la fois de lassitude et effectivement de perte de lien. Donc, je crois que juste pour préciser ce que disait Emmanuel Gros, moi je pense que les éléments aujourd'hui qu'on peut tirer sont liés à la fois au télétravail, mais aussi au confinement, c'est-à-dire cet aspect forcé et à 100%.
Très bien. Nous allons donc prendre les résultats du sondage pour voir s'ils vous inspirent des commentaires. Donc, vous pouvez les voir sur l'écran. Je répète, la question, faudra-t-il demain réaliser plusieurs métiers dans sa carrière de fonctionnaire? Les résultats sont implacables. 97% oui, 3% non. Est-ce que cela vous inspire des réflexions, Monsieur Lelong et Monsieur Gros? Emmanuel, je vous laisse peut-être reprendre la main et puis j'enchaînerai derrière sur les éléments de prospective si on est autorisé. Pas de souci. Je partage cette réponse massive, mais avec une réflexion qui vient immédiatement derrière. C'est quels sont les moyens que nos organisations se donnent pour accompagner l'ensemble de nos collaborateurs. Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est juste, demain on ne fera plus le même métier toute sa vie. C'est comment on assure ces transitions-là. Monsieur Lelong? La question qu'on pouvait se poser également, c'est cette réponse massive, 97% oui. Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui ou est-ce que ça va changer demain? C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'ores et déjà dans une phase où un agent réalise plusieurs métiers dans sa carrière? Et si oui, en quoi ça va changer demain? Je pense qu'on va le voir là sur les éléments de prospective, mais on a un vrai sujet de durée de la carrière et de nécessité de porter un certain nombre de métiers. Puis par ailleurs, on va le voir, donc je ne vais pas déflorer les éléments, mais je pense que la question se posera vraiment autour de métiers qui sont des métiers différents à assurer, mais aussi peut-être dans la temporalité, des métiers qui peuvent être à la fin des métiers de transmission, sur laquelle la part de transmission sera aussi importante, et de mentoring que d'action réelle. D'accord. Alors, si je me permets d'enchaîner sur la partie prospective. Donc, excusez-moi, il y a encore les auditeurs et les auditrices insistent pour terminer les questions sur le télétravail et notamment le volet de la question précédente qui était comment sont impactés les risques psychosociaux dans ce cas de télétravail. Alors, on a bien compris qu'il y avait une distinction réelle entre la situation que le confinement a induite et la notion même de télétravail. On sait bien aujourd'hui que ce n'est pas la même chose, mais est-ce que ce panorama permet déjà de retirer quelques leçons, ou quelques indicateurs, quelques éléments qui seraient utiles en termes de management notamment? Alors, juste une réponse technique. Au plan du panorama, non, c'est trop tôt. Et oui. Quand on donne des tendances sur l'année 2020, déjà, c'est avec énormément de précautions, à la fois dans nos calculs, vocation oratoire. Donc, non, on ne peut pas dire que le panorama permet de tirer des enseignements. Très bien. Alors, Monsieur Gros, souhaitiez-vous rebondir sur cette question une nouvelle fois? Non, c'est tout à fait juste. Les éléments de fond qu'on pourrait amener, je pense, sont le fruit de réflexions managériales plus que de retours statistiques qui, effectivement, aujourd'hui sont trop justes pour pouvoir en tirer des conclusions. Et alors, avant de passer à la troisième et dernière partie de présentation du rapport, une question qui revient à plusieurs reprises et qui est liée à la précédente. Les lignes directrices de gestion sont-elles la piste à privilégier pour les carrières évolutives? Pardon. Alors, je ne sais pas si c'est la piste à privilégier. En tout cas, c'est une piste qui, par ailleurs, nous est réglementairement imposée et il faut faire de cette imposition une chance et une perspective. Donc, c'est le moment de nous poser de vraies questions pour ne pas avoir de ligne de gestion trop terne et véritablement y intégrer des éléments de prospective ressources humaines qui correspondent à un projet managérial, à une intégration d'une démarche prévention, à une intégration d'une démarche qualité de vie de façon systémique. Ça peut faire partie effectivement des lignes de gestion. Vincent Lelong, vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette question avant que l'on passe à la… J'ai rien à ajouter par rapport à ce là-dessus. Très bien. Alors, nous arrivons donc au troisième temps de cette webconférence qui est dédiée à la prospective des évolutions des effectifs et l'on va voir qu'elle
elle est fort intéressante. C'est notamment vraiment la question de la pyramide des âges, hein, dont on va voir que le croisement au principe de remplacement d'un fonctionnaire sur deux laisse augurer des perspectives de diminution et de réel vieillissement des agents. Je vous laisse nous en dire plus, Vincent Lelong. Vous avez tout dit, mais on va rentrer un peu dans le détail. Effectivement, le point de départ, c'est déjà la pyramide des âges. Et la pyramide des âges de la fonction publique territoriale, elle est particulière puisqu'elle est, et vous le voyez, ce sont donc les zones colorées bleues et oranges que l'on voit en fond, elle est très orientée vers le haut, c'est-à-dire que très majoritairement, la fonction publique territoriale est très majoritairement composée d'agents de plus de 40 ans, que ce soit hommes ou femmes. Ça, c'est le premier point qu'on peut constater. Un deuxième point qui est important à avoir à l'esprit, c'est que vous avez la courbe rouge décrit la pyramide des âges des trois fonctions publiques. Et vous voyez le fort décalage qu'il y a entre la moyenne des trois fonctions publiques et la fonction publique territoriale. Alors, il y a à la fois des parts d'agents plus âgés un peu plus importantes sur la fonction publique territoriale, mais surtout les gros décalages se font sur la part des effectifs jeunes, où là, les fonctions publiques hospitalières et d'État, pour des raisons assez évidentes d'ailleurs de métier et de compétences de ces fonctions publiques, et beaucoup plus avec des segments jeunes plus nombreux. Donc ça, c'est un point de départ important et on peut en tirer un certain nombre d'éléments. C'est qu'aujourd'hui, 63% des agents de la fonction publique ont plus de 45 ans. L'âge moyen de la fonction publique territoriale, c'est donc 47,7 ans. Elle était de 46 ans en 2014, donc vous voyez qu'on continue à augmenter. L'âge moyen de départ à la retraite est de 61,4 ans. Il n'y a pas de départ à la retraite très anticipé. Ça a un peu bougé par rapport à 2014 où il était de 61 ans. Et enfin, et je l'ai cité, c'est que les moins de 25 ans représentent moins de 1% des effectifs, mais surtout de moins de 11% des nouveaux entrants. Sur l'effectif CNRACL, je le précise tout de suite pour Emmanuel Gros. Alors, on a fait un exercice de prospective en se projetant sur les 2 prochaines mandatures, sur l'évolution du coup des effectifs de la fonction publique territoriale. On a pris 2 hypothèses, 2 variables. La première, c'est qu'on a pris une hypothèse marquée du remplacement d'un agent sur 2 partant à la retraite. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a considéré que les embauches se feraient dans les années qui viennent de la même façon qu'elle a été faite en moyenne depuis 2017 jusqu'à 2019. C'est-à-dire que là, ce que vous avez sur le tableau, c'est la répartition des effectifs recrutés depuis 2017 par tranche d'âge. Et puis, on a appliqué ça à notre situation de départ, qui est la pyramide des âges initiale. Et quand on fait ça et qu'on le projette sur 2020-2032, ça donne 2 éléments majeurs. Le premier, c'est que si on est sur la base d'un remplacement sur 2, on va aboutir à une diminution de 30% des effectifs de la fonction publique territoriale à horizon 2032. Donc, un premier constat fort, c'est diminution de 30% des effectifs. Et le deuxième constat, il concerne l'âge moyen, c'est que compte tenu de ceci et de la pyramide des âges, on va se retrouver dans une situation où en 2032, près de 60% des agents auront plus de 50 ans. Et ce vieillissement de la fonction publique territoriale va se faire de façon plus marquée sur leur première mandature, c'est-à-dire qu'on va passer de 48,4% à plus de 50 ans à 54,8%, donc quasiment 55% en 2026, pour atteindre quasiment 58% en 2032. Donc, de notre perspective, 2 éléments majeurs, contraction des effectifs et vieillissement marqué de la population. Et finalement, ça nous amène à des enjeux qui sont importants pour ces 2 sujets-là. Les grands enjeux, ils sont de favoriser l'employabilité durable et de garantir l'efficience des organisations. Dit différemment, si on projette ça, on positionne ça par rapport à cette baisse, les vieillissements des effectifs et sur les enjeux de préservation des agents, on a un certain nombre de familles d'enjeux. C'est d'ailleurs pas exhaustif, mais on a souhaité reprendre cela. C'est d'abord des enjeux de pilotage. C'est-à-dire que quand vous avez 30% des effectifs en moins, vous avez déjà un enjeu fort de pilotage de l'absentéisme, que ce soit en temps réel, que ce soit en prévisionnel, voire en prédictif, pour vous assurer de l'efficience de vos organisations. Vous avez aussi des enjeux de pilotage de vos programmes RH. Et ça, c'est extrêmement important, à la fois sur les GPEC, sur tout ce qui permet d'accompagner les agents. Deuxième point important, Emmanuel Gros l'a cité au début de cette présentation, c'est des enjeux forts de prévention.
Et il n'y a pas de fatalité forcément à cette aggravation des arrêts, à cette aggravation de la durée des arrêts. Et il faut continuer et aller plus loin dans les enjeux de prévention. Autour des enjeux de prévention, il faut aussi passer à des enjeux de protection. Et là, c'est quand même étonnant de noter que les fonctions publiques, les 3 versants des fonctions publiques, sont moins protégés que le privé. C'est-à-dire que, alors certes, la fonction publique territoriale dispose d'un dispositif de protection sociale sans doute plus développé que la fonction publique d'État et a fortiori que la fonction publique hospitalière, mais néanmoins, par rapport au secteur privé qui dispose donc de protection sociale, santé, prévoyance collective avec participation de l'employeur systématiquement, ce n'est pas le cas ou pas le cas systématiquement pour les fonctions publiques. Donc il y a de grands enjeux de protection, notamment mis face au vieillissement des effectifs. Et puis, dernière nature d'enjeu éventuel, ce sont les enjeux d'attractivité. Quand on a des effectifs qui se contractent, quand on a des effectifs qui vieillissent et des carrières de plus en plus longues, rester attractif pour garder les talents et en recruter de nouveaux devient extrêmement important. Et dans ce cadre-là, tout ce qui concerne la prévention, la qualité de vie au travail et la protection deviennent des éléments clés, y compris pour les enjeux d'attractivité. Merci. Je notais beaucoup de points. Emmanuel Gros, quel est votre retour sur cette prospective et le côté en quelque sorte inéluctable de l'évolution de la gravité et de l'absence induite par l'évolution de l'âge, par le vieillissement. Alors, même si, et vous l'avez compris, j'ai une petite nuance vis-à-vis du seul socle des agences CNRACL, et je mettrai une deuxième nuance sur le 1 départ sur 2. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus complètement dans cette logique de ne plus recruter un collaborateur sur 2 qui part en retraite, parce que la contraction de nos moyens et nos perspectives nous impose d'aller au-delà et d'aller sur qu'est-ce que nous ne faisons plus demain, qu'est-ce que nous ne ferons plus demain. Donc, ça n'est pas une simple réflexion sur les effectifs. Ça va bien au-delà sur le périmètre du service public. Et je le disais tout à l'heure, face à l'usure et au vieillissement, les collectivités qui sont confrontées au maintien dans l'emploi, comme ça vient d'être dit, ne sont pas toutes égales devant la nécessité de les assurer, et c'est un impératif. Alors, je me demande si les réponses réglementaires qui sont en ce moment en train d'être élaborées ne seraient pas un début de réponse. Première réponse au travers de l'ordonnance santé-famille, qui va permettre de reposer un certain nombre de fondamentaux sur les services de santé au travail, et c'est absolument nécessaire, tellement c'est complexe aujourd'hui dans la fonction publique. Et demain, l'ordonnance sur la protection sociale, puisque nous, directeurs généraux, nous militons aussi, bien sûr, pour rendre obligatoire cette protection sociale de la part de l'ensemble des employeurs. Pas dans la même formule qu'avec le privé, qui parfois est un peu contraignante, mais qu'en tout cas, l'ensemble de nos collaborateurs puissent être protégés. Et pour mener tout ça, le pilotage, on l'a vu dans le dernier petit schéma présenté par Vincent Lelon, l'ensemble des enjeux, le pilotage n'est pas que technique, c'est un pilotage extrêmement fin, et il nous faudra absolument adapter les ressources humaines aux transformations de l'action publique. Ça, c'est un incontournable. Et je retiens particulièrement l'enjeu d'attractivité. Un enjeu d'attractivité qui va passer par de nouvelles façons de pratiquer, de nouvelles façons d'accompagner nos collaborateurs, de les former, de mettre en place le numérique, la dématérialisation, d'aller sur le champ de l'innovation. Et tout ça, ça nous met, et ça figure dans le panorama, même si Vincent Lelon ne l'a pas évoqué, ça met le doigt sur la cohabitation des générations. Et ça renforce encore la nécessité de travailler sur ce management et sur le management de proximité pour donner du sens. C'est un facteur d'évolution extrêmement important et rapide. Travailler sur l'encadrement de proximité, travailler sur les générations et la cohabitation des générations les unes avec les autres. Cela dit, je crois que tout n'est pas perdu face à cette projection. Je note que plusieurs enquêtes, l'enquête Horizon RH indique qu'un gros tiers de collectivités souhaitent encore recruter, et une autre enquête, qui est le baromètre RH 2020 de Randstad, indique que la moitié de ces recrutements vont se faire par contrat. Donc, on voit aussi avec le fait que les recrutements contractuels amènent à des populations plus jeunes, quelques éléments de satisfaction.
Et puis, tout n'est pas perdu non plus, parce qu'une autre enquête menée par Profil Public au mois de novembre nous indique que 71% des aspirants à la reconversion post-crise sanitaire sont prêts à rejoindre le secteur public s'il se transforme. C'est donc un enjeu d'attractivité et d'image, et j'y vois une réelle aspiration pour les métiers à fort impact social que sont les métiers de la fonction publique. Et je crois que demain, c'est sans doute la chance de la fonction publique, justement, que d'agir sur ce sentiment de reconnaissance, sur ce sentiment d'utilité qui est exprimé par l'ensemble de nos collaborateurs, qui est déjà élevé et qui, bien que déjà élevé, continue d'augmenter. Et je crois que ça a été effectivement favorisé par la crise sanitaire. Et je note enfin que ce sentiment d'utilité, qui est susceptible d'influer sur l'attractivité, il est de 14 points de plus que dans le secteur privé. Voilà. Donc on est satisfait et heureux d'agir pour l'intérêt général. C'est une belle façon de terminer ce troisième temps de notre webconférence. Je vous propose de consacrer les 10 dernières minutes à peu près de la webconférence à des réponses aux questions posées par les auditeurs. Une directement liée à ce qui a été abordé en filigrane tout au long de nos échanges. Contractualisation et externalisation ne vont-ils pas favoriser la diminution des effectifs, notamment spécifiquement dans la territoriale? Emmanuel Gros, Vincent Lelong, je vous laisse intervenir. Alors, c'est un mouvement qui, je crois, est déjà engagé et ça n'est pas une perspective qui est devant nous. Nous sommes déjà devant ces questionnements entre régie et externalisation. Le mouvement de contractualisation, c'est aujourd'hui une possibilité accrue qui est offerte. Les collectivités auront le choix d'aller sur du contractuel ou sur du titulaire. Je ne crois pas que ce soit le moyen de diminuer le nombre de collaborateurs, sans doute d'influer à la baisse sur la masse salariale. Et si je reviens rapidement sur l'externalisation, ça n'est pas un moyen nécessairement de faire des économies. On va peser sur la masse salariale, mais on va influer sur l'article comptable qui intègre les contrats. Donc, somme toute, c'est une réflexion à mener en fonction de chacune des situations sur l'endroit où on se trouve et tout le monde n'a pas les mêmes réponses. Merci. Vincent Lelong, souhaitez-vous intervenir sur cette question? Non, je partage complètement ce qu'a dit Emmanuel Gros. Je crois qu'il y a aussi une question, le mouvement il est déjà là, c'est une question d'équilibre et c'est une question de choix. Alors contractuel, fonctionnaire, c'est premier niveau de réflexion. Le deuxième sur externalisation ou pas, je pense que c'est vraiment, ce sont des choses à cibler. Le moteur n'est pas des manques d'effectifs, c'est d'aller chercher les bonnes compétences au bon endroit. Et là, je crois que c'est quelque chose qui existe déjà et qui doit se faire avec mesure et équilibre. Alors, profitons de ce temps d'échange, entre guillemets, même s'il est à distance avec les auditrices et les auditeurs, pour justement, à partir du panorama, peut-être revenir et insister sur des éléments de solution ou des pratiques qui fonctionnent, notamment sur… vous avez, je crois, tout à l'heure évoqué la notion de conflit de génération. En tout cas, il y a des rencontres, il va y avoir et de plus en plus une rencontre entre des générations qui ont des référentiels différents, un rapport au numérique différent. En termes d'encadrement, de pilotage, de management, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui peut être mis en place au bénéfice de la santé et de la qualité de vie au travail de l'ensemble des agents. Pareil, je vous laisse intervenir dans l'ordre que vous souhaitez, Emmanuel Gros ou Vincent Lelong. Je veux bien commencer. Je crois que le temps du tout pareil pour tout le monde est terminé. Parce qu'effectivement, les attentes sociales évoluent et les attentes de nos collaborateurs évoluent. Et je constate que les jeunes générations, les plus jeunes générations, ont un fonctionnement de carrière par opportunité et par sens. Donc, ils restent là où ça leur fait du sens, où on leur donne du sens.
Et ça n'est pas forcément inscrit dans les formations initiales de tous nos managers de proximité. C'est aussi pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'importance de ce chaînon dans la chaîne managériale qui est celui des encadrants qui sont au contact de l'ensemble des équipes. C'est à eux de donner du sens, c'est à eux que nous devons de les renforcer, de leur donner les moyens et une boîte à outils managériale complète. Et à cette condition-là, les jeunes, il n'y a plus de conflit de génération parce que tout le monde comprend le sens et chacun agit sur son segment de responsabilité en confiance et vers l'atteinte de l'objectif commun qui est l'intérêt général. Vincent Lelong, vous souhaitez intervenir également sur ça? Je partage complètement ce que dit Emmanuel Gros sur la notion du sens et sur la notion de conflit intergénérationnel. Je pense que porter la même vision d'un sens et de son rôle autour de ce sens fait que normalement ça dépasse ce type de problématique. Après, je dirais même que pourquoi parler de conflit intergénérationnel et non pas de richesse intergénérationnelle? C'est que la notion de transmission, la notion de mentoring, la notion doit être aussi fortement développée. Je voulais juste sur le sens revenir sur un point parce qu'on a parlé de l'aggravation, de la gravité des arrêts. On a fait l'année dernière, c'est dans le cadre du panorama de l'année dernière, un croisement entre des enquêtes sur la qualité de vie au travail et l'absentéisme pour voir où étaient les corrélations. Et on s'est rendu compte que quand vous avez dans votre qualité de vie au travail un bon environnement au quotidien, que votre fonctionnement au quotidien, votre management au quotidien, l'équipe dans laquelle vous êtes, vous vous sentez bien, donc c'est la qualité de vie, je dirais, de court terme, et bien dans ce cas-là, ça a un impact sur les arrêts courts. À l'inverse, quand on a une qualité de vie au travail qui porte le sens, qui fait comprendre le sens de la mission et de l'organisation globale, ça a un impact sur les arrêts longs. Et tout ce que vous dites, Emmanuel, c'est que finalement, on voit bien qu'on va avoir des enjeux plus forts sur les arrêts longs qui continuent à s'aggraver. La notion de sens est une des solutions. Et je reviens sur ce que vous disiez en début d'intervention, c'est que l'enjeu de la qualité de vie au travail dans une approche systémique sur ce point-là est absolument clé. Très intéressant. Petit retour en arrière dans les questions posées. Pas forcément. On nous dit, la montée en compétence des agents titulaires ne serait-elle pas un moyen de limiter l'externalisation et est-ce que les lignes directrices de gestion ne devraient-elles pas être mises en œuvre dans ce sens? Alors, Emmanuel Gros. les lignes directrices de gestion, elles doivent intégrer ces éléments-là. Ça fait partie des attendus. Après, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une réponse à l'externalisation ou la régie. Je le redis et je crois qu'il y a beaucoup moins d'idéologie ces dernières années dans ce débat-là. Et on voit bien que les réflexions qui amènent à externaliser ou à poursuivre ou à réinternaliser, ce qui arrive sur un certain nombre de grands secteurs publics, sont vraiment en fonction des objectifs, du sens politique et de la capacité des territoires à le faire. Je ne crois pas que ce soit une réponse réglementaire, même interne, qui permette de donner cette réponse. Vincent Lelong, oui. Souhaitez-vous encore une rebondir? Fois, je partage avec ce que vient de dire Emmanuel Gros. Je crois que le sujet n'est pas de contrer l'externalisation, c'est de la faire à bon escient sur les bons sujets. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas écrit et stable dans le temps. C'est-à-dire qu'une externalisation, elle peut être ponctuelle, une internalisation aussi. Donc, je crois qu'il ne faut pas poser le pour et le contre et empêcher ou favoriser. On n'est pas dans des débats de privatisation ni d'externalisation du service public. On est dans la recherche de la meilleure efficacité pour faire le meilleur service public. Je crois que sur ce sujet-là, les collectivités et les managers sont assez responsables pour définir ce qui leur semble le plus pertinent. Très bien, je vous remercie. Alors pour conclure cette webconférence, une dernière rapide question qui, je pense, nous permettra de refaire un point sur ce que vous avez dit. L'un ou l'une des auditrices nous dit vous dites que les arrêts longs sont dus à l'organisation et les arrêts courts. Point d'interrogation. Ce que j'ai dit, c'est qu'on voyait une corrélation entre la notion de sens et les arrêts longs et une corrélation entre l'organisation et le management au quotidien et les arrêts courts. Donc, je me suis peut-être mal exprimé, c'était ça que je voulais dire. Donc, pour les arrêts courts, c'est plus comment vous vous sentez dans votre quotidien.
si votre quotidien est bien fait, management opérationnel, si le mode de vie avec vos équipes est bon, c'est-à-dire ce contexte du travail, ça aura un impact favorable sur les arrêts courts. Merci. Je partage. Emmanuel Gros? Je partage. Très bien. Alors, nous avons encore le temps de prendre une petite question à laquelle je vous demande de répondre rapidement. Hein. Il nous reste 5 minutes. Les échanges sont fort intéressants et permettent vraiment de rentrer très concrètement dans le panorama 2020. Toujours dans cette logique de solution, de projection, de qu'est-ce qui fonctionne. Vous l'avez déjà évoqué chacun d'entre vous dans vos développements, mais dans ces enjeux prévention-protection, est-ce que vous avez un exemple chacun ou deux exemples des choses qui fonctionnent? Et ça sera le mot de conclusion, entre guillemets, pour vous. Emmanuel Gros, peut-être en premier? Donc, un enjeu lié à la prévention, à la protection. Écoutez, je vais revenir sur le télétravail, ou en tout cas le travail à distance. Je vais peut-être plutôt le qualifier comme ça, puisque c'était la situation du premier confinement, où nous nous sommes aperçus que le contact collectif avait en partie disparu et avait généré du mal-être. Nous avons mis en place assez rapidement, dès que nous en sommes aperçus, une ligne ouverte externalisée qui permettait à chacun d'avoir le contact avec une professionnelle psychologue. Et ça a apporté des fruits absolument extraordinaires, à tel point que cette ligne-là, nous l'avons maintenue. Et ça nous a permis de lever un certain nombre de petits malentendus, de cailloux dans les chaussures, voilà, d'irritants. Et de fait, ça nous a permis d'envisager le second tunnel de confinement avec un peu plus de sérénité. Très bien, merci pour cet exemple. Vincent Lelong? Sur prévention, protection, je crois que sur la prévention, il y a un certain nombre de programmes qui fonctionnent, hein, que ce soit sur la qualité de vie au travail, sur le traitement des troubles musculo-squelettiques, enfin bref, je dirais que l'ensemble des dimensions est aujourd'hui adressé et avec des panels de services et d'actions qui sont adaptés. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a un développement de plus en plus poussé d'applications et la digitalisation intervient de plus en plus et permet d'agir au plus proche des agents, notamment avec un certain nombre d'applications qui permettent de piloter des programmes de qualité de vie au travail et de prévention. Sur la protection, je voulais aussi m'arrêter sur ce point-là parce qu'on est encore une fois dans un manque. Hein. À peu près aujourd'hui, 95-97% des agents sont protégés en santé, mais sans doute pas plus de 50% aujourd'hui. Et que la protection en prévoyance, 50% en prévoyance. La protection en prévoyance, elle est absolument clé. Et notamment dans ce contexte de vieillissement des populations, elle va devenir de plus en plus. Donc la protection, ça marche, mais je dirais que c'est même plus que ça, la protection, c'est absolument nécessaire. Et donc il faut réellement que sur cette dimension-là et sur la prévoyance, on progresse et on progresse dans une approche impliquant l'employeur. Je vous remercie tous les deux. Donc nous allons conclure. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette web conférence, cette conférence en ligne, et nous allons devoir y mettre un terme. Je tiens toutefois à mentionner une remarque qui nous a été faite parce que je pense qu'elle ouvre des débats futurs à partir de ce panorama fort intéressant sur lesquels vous pourrez continuer à échanger par écrit. C'est le lien à la taille de la collectivité territoriale. Hein, on l'a mentionné au cours de cette conférence en ligne et l'un des auditeurs ou l'une des auditrices, même plusieurs puisque les questions sont regroupées, nous disent que dans les petites communes, hein, les agents sont quand même loin de cette logique de qualité de vie au travail. Donc voilà, j'ouvre pour fermer cette conférence en ligne parce que c'est une question importante que l'on connaît dans la réalité du terrain. Donc justement, pour tous ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre juridique. Et Sofaxis se propose de répondre à celles concernant plus directement le contenu de ce panorama par écrit lorsque les questions auront été recueillies.
Je vous remercie sincèrement, Emmanuel Gros et Vincent Lelong, pour ces échanges passionnants et très complets à partir donc du panorama publié par Sofaxis, et nous remercions Sofaxis pour cette conférence. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Au revoir. Bonne journée, merci. Non.